Robert Blake. Bonnie Lee Bakley, 2001. Dans la nuit du 4 mai 2001, Bonnie Lee Bakley était assise seule dans la Dodge Stealth noire de 1991 de son mari Robert Blake devant le restaurant Vitello à Studio City, Californie. Quelques instants plus tôt, Blake l'avait accompagnée à la voiture, affirmant qu'il avait oublié son revolver à l'intérieur du restaurant et s'était éloigné. À son retour, Bakley avait été abattu de 2 balles, une dans la joue et une dans la tête à travers la fenêtre côté passager. Aucun témoin n'a vu le tireur. Les détectives ont trouvé la Beretta enregistrée de Blake à l'intérieur du restaurant, mais les tests balistiques ont montré qu'une autre arme de calibre 38 avait été utilisée. Au cours des 10 mois suivants, les enquêteurs ont rassemblé des preuves circonstancielles, des retraits d'argent, des réunions présumées avec des tueurs à gages et l'historique tumultueux des relations de Bakley. En avril 2002, Blake a été arrêté pour meurtre. Son garde du corps de longue date, Earl Caldwell, a été accusé comme complice. Les procureurs ont déclaré que Blake avait essayé d'engager 2 cascadeurs pour tuer Bakley, puis avait exécuté la fusillade lui-même lorsqu'ils ont refusé. Lors du procès au début de 2005, la défense a attaqué la crédibilité des témoins, soulignant que les cascadeurs avaient admis une consommation importante de drogue. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. L'ADN était non concluant, et le jury a acquitté Blake le 16 mars 2005. 2 mois plus tard, un jury civil l'a jugé responsable de mort injustifiée et l'a condamné à payer 30 millions de dollars aux enfants de Bakley, montant ensuite réduit à 15 millions de dollars. Ruiné financièrement, Blake a déclaré faillite et s'est retiré de la vie publique jusqu'à sa mort en 2023 à l'âge de 89 ans. L'affaire reste techniquement non résolue, mais la carrière et l'héritage de Blake ont été définitivement éclipsés par cette nuit à Studio City. 2 Albert Salmi, Roberta Salmi, 1990. Peu après le lever du soleil, le 23 avril 1990, des adjoints du shérif répondant à une vérification de bien-être à Spokane, Washington, ont trouvé l'acteur de caractère vétéran Albert Salmi allongé sur le tapis de sa chambre avec une seule blessure par balle à la tête. Dans une pièce adjacente se trouvait le corps de sa femme séparée, Roberta Pollock Salmi, également abattue d'une balle à bout portant. Les enquêteurs ont reconstitué la scène macabre. Roberta avait récemment demandé le divorce, invoquant des difficultés financières et les sautes d'humeur de Salmi. Des amis ont dit que le couple se disputait à propos de l'épargne qui diminuait et de ses projets de vendre leur maison en copropriété. Ce matin-là, Albert a confronté Roberta avec un fusil de calibre 22, l'a abattu, puis a écrit une brève note, jamais rendue publique, et s'est suicidé. Comme les 2 blessures étaient des tirs à bout portant et que le fusil se trouvait sous le corps d'Albert, les autorités ont conclu à un meurtre-suicide. Les rapports d'autopsie n'ont révélé ni drogue ni alcool chez aucune des victimes. La nouvelle a stupéfié les pères de Salmi qui le connaissaient pour ses rôles dans Gunsmoke, The Twilight Zone et Bus Stop à Broadway. Dans les mois qui ont suivi, le tribunal des successions a évalué sa succession à moins de 40 000 $. Les recettes ont payé les frais funéraires et les factures médicales de Roberta. Les 2 filles adultes de Salmi ont ensuite parlé de la dépression non traitée de leur père et de ses soucis d'argent. Sans conjoint survivant, le contrôle de ses revenus résiduels d'acteur a été transféré aux héritiers. Aujourd'hui, les fans redécouvrent le travail de Salmi sur les chaînes de télévision classiques, mais chaque biographie se termine par l'acte final tragique qui s'est déroulé dans un quartier tranquille de Spokane. Un rappel brutal que le désespoir privé peut couver même derrière un CV de succès constant. 3. Phil Hartman, Bryn Hartman, 1998. Aux premières heures du 28 mai 1998, la tranquillité d'Encino, Californie, a été brisée par 2 coups de feu dans la chambre du comédien Phil Hartman. Sa femme, Bryn Omdahl Hartman, était rentrée à la maison après un dîner et des boissons avec un ami. Ingéré de la cocaïne, de l'alcool et l'antidépresseur Zoloft, puis a récupéré le revolver Charter Arms 38 de Phil d'une table de nuit. Elle lui a tiré une balle dans le côté droit, une dans le cou, le tuant presque instantanément. Bryn a ensuite conduit jusqu'à la maison du producteur Ron Douglas, a avoué.
et est retourné avec lui à la maison. Pendant que Douglas composait le 911 et faisait sortir les 2 enfants des Hartman du couloir, Breen s'est enfermé dans la chambre et a tiré une dernière balle dans sa propre tête. La police est arrivée en quelques minutes, mais n'a pu que confirmer qu'ils étaient tous les 2 morts. La toxicologie a révélé plus tard que le taux d'alcoolémie de Breen était de 0,12% et qu'il y avait des traces de cocaïne et de sertraline. Des amis ont témoigné que le mariage, bien que semblant aimant, était tendu par l'insécurité de Breen face à la célébrité croissante de Phil dans Saturday Night Live, The Simpsons et News Radio. À la suite de cela, les enfants Hartman ont été adoptés par le frère de Phil et ont déménagé au Wisconsin, à l'abri des projecteurs médiatiques. NBC a diffusé des hommages émouvants et News Radio a réécrit son scénario pour expliquer l'absence de Phil. Le fabricant de Zoloft, Pfizer, a réglé discrètement après que la famille de Breen a intenté un procès pour décès injustifié, alléguant que le médicament avait contribué à sa violence. Les termes restent scellés. 27 ans plus tard, les fans se souviennent des dizaines de voix de Phil Hartman, mais la violence soudaine qui a mis fin à sa vie sert d'avertissement sur l'abus de substances et les maladies mentales non traitées. 4. Stephanie Moseley et Earl Hayes, 2014. À 7h30 du matin, le 8 décembre 2014, les résidents des luxueux appartements Palazzo East à Los Angeles ont composé le 911 après avoir entendu une série rapide de coups de feu. À l'intérieur de l'unité 5210, la police a découvert les corps de la danseuse-actrice Stephanie Moseley et de son mari, le rappeur Earl Hayes. Les détectives ont appris que Hayes, bouleversé par des rumeurs d'infidélité de Stephanie, avait été en FaceTime avec le champion de boxe Floyd Mayweather Jr., quelques instants avant la violence. Selon Mayweather, un Hayes enragé a brandi un pistolet, a confronté Stephanie, puis a tiré au moins une douzaine de balles, la touchant à plusieurs reprises. Hayes a retourné l'arme contre lui-même alors que Stephanie était en train de mourir. Les équipes médico-légales ont récupéré un pistolet Glock 9 mm à côté du corps de Hayes et ont déterminé que toutes les douilles correspondaient à cette arme. Les rapports d'autopsie ont confirmé que Stephanie avait subi des blessures par balle à la tête et au torse. Hayes est mort d'une balle auto-infligée sous le menton. Il n'y avait pas de note de suicide, mais des messages textes ont révélé plus tard que Hayes avait menacé de violence lors de disputes passées. Les collègues de l'industrie ont inondé les réseaux sociaux de choc. Stephanie, 30 ans, avait dansé pour Beyoncé, Chris Brown et était apparue dans Hit the Floor sur VH1. Les enquêteurs ont classé l'affaire comme un meurtre-suicide en quelques semaines, citant des preuves accablantes et le témoignage d'un témoin via FaceTime. Hayes a été incinéré en privé. Le mémorial de Stephanie a attiré des centaines de personnes de la communauté de la danse. Au cours des années suivantes, ses amis ont lancé la fondation Steph Moseley pour promouvoir des ressources de conseil en relation pour les artistes sous une pression professionnelle intense, dans l'espoir de prévenir que la jalousie ne coûte d'autres vies. 5. Oscar Pistorius et Reeva Steenkamp, 2013. Peu après 3 heures du matin, le jour de la Saint-Valentin 2013, 4 détonations retentirent dans la maison de ville d'Oscar Pistorius à Pretoria. Des voisins alarmés appelèrent la sécurité et la police arriva pour trouver le corps ensanglanté de Reeva Steenkamp au pied des escaliers. Quelques minutes plus tôt, Pistorius avait tiré avec son pistolet Parabellum de 9 mm autorisé à travers la porte verrouillée des toilettes, touchant Reeva à la hanche, au bras et à la tête. Il a affirmé qu'il pensait qu'elle était un cambrioleur. Les procureurs ont soutenu qu'il s'agissait d'un acte impulsif après une violente dispute. Les analyses médico-légales ont montré que Pistorius, sur ses moignons, avait tiré vers le bas à travers les panneaux de la porte. Reeva se tenait face à la porte, probablement en train de crier. Le procès télévisé de 41 jours a captivé le monde. La juge Thokozile Masipa l'a initialement condamné pour homicide involontaire et a prononcé une peine de 5 ans. L'État a fait appel et en décembre 2015, la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud a requalifié la condamnation en meurtre, invoquant une intention imprudente. La peine de Pistorius a été augmentée à 13 ans et 5 mois. Tout au long, les parents de Reeva
pour la sensibilisation à la violence basée sur le genre, en fondant la fondation Reva Steenkamp. Pistorius est devenu éligible à la libération conditionnelle en 2023 mais reste au centre correctionnel d'Attridgeville en attente de rapports psychologiques. La porte avec des trous de balles est conservée comme preuve, un symbole muet de la façon dont la peur ou la colère d'un héros national a déclenché la perte irréversible d'une femme de 29 ans destinée à une brillante carrière dans le droit et les médias. 6. Tom Neal, Gail Bennett, 1965. Vers midi, le 2 octobre 1965, l'acteur de série B et ancien boxeur Tom Neal a passé un appel frénétique aux adjoints du shérif du comté de Los Angeles, affirmant qu'il avait accidentellement tiré sur sa troisième épouse, Gail Bennett, lors d'une lutte autour d'un pistolet Colt de calibre 45. Les intervenants ont trouvé Bennett morte sur le sol du couloir de leur maison à Palm Springs, une balle logée à l'arrière de sa tête. Les éclaboussures de sang suggéraient qu'elle était agenouillée ou accroupie lorsqu'elle a été abattue, un détail contredisant le récit de Neal selon lequel l'arme s'était déchargée alors qu'il la nettoyait. Les procureurs l'ont accusée de meurtre, mais un jury influencé par les arguments de la défense de négligence plutôt que de malveillance a condamné Neal pour homicide involontaire. Il a reçu une peine de 6 ans. Sa bonne conduite a permis une libération conditionnelle après environ 3 ans. À sa libération, Neal a travaillé comme jardinier et paysagiste, vivant tranquillement jusqu'à ce qu'une crise cardiaque le tue en 1972. Hollywood a largement effacé son nom, mais les passionnés de films noirs débattent encore pour savoir si justice a été rendue ou si une célébrité a bénéficié de clémence. La propriété où Gail est morte a été plus tard démolie, ne laissant aucun souvenir physique de la tragédie. Seules les transcriptions d'archives du tribunal détaillent un mariage en proie à la jalousie, au malheur et au tempérament infâme de Tom Neal, qui l'a conduit à agresser l'acteur Francis Houghton lors d'une bagarre amoureuse en 1951. 7. Michael Jace, April Jace, 2014. À 8h30 du soir le 19 mai 2014, des voisins du quartier de Hyde Park, à Los Angeles, ont entendu des coups de feu suivis de cris d'enfants provenant de la maison de l'acteur Michael Jace. À l'intérieur, April Jace, une athlète de niveau master et mère de 2 enfants, était allongée sur le sol avec 3 blessures par balle. 2 dans ses jambes, 1 dans son dos. Michael a composé le 911 en quelques minutes, confessant « J'ai tiré sur ma femme ». Les agents intervenants l'ont arrêté sans résistance. Les enquêteurs ont appris que le couple se disputait au sujet des finances et des soupçons de Michael concernant les amitiés d'April. Les analyses balistiques ont correspondu à son pistolet Smith & Wesson de 40 et les détectives ont récupéré des textos montrant que Michael avait menacé de « blesser April là où elle m'a blessé, dans le portefeuille et dans le cœur ». Les procureurs ont dressé le portrait d'une cruauté calculée. Tirer d'abord dans les jambes d'April pour qu'elle ressente la douleur avant le coup fatal. En mai 2016, un jury a reconnu Michael coupable de meurtre au 2e degré et le juge a imposé une peine de 40 ans à perpétuité avec un minimum de 25 ans pour meurtre, plus 15 ans pour l'aggravation liée à l'arme à feu. Les parents d'April ont obtenu la garde des garçons, maintenant adolescents, qui ont témoigné dans une déclaration d'impact sur la victime qu'ils entendent encore les coups de feu dans leurs cauchemars. Michael, incarcéré à la prison d'État de Corcoran, s'est vu refuser tous les appels. Les coéquipiers de sprint d'April ont créé le April Jace Memorial 5 km, collectant des fonds pour les enfants touchés par la violence domestique. 8. Jig Young, Kim Schmidt, 1978. Le après-midi du 19 octobre 1978, le personnel de l'immeuble des historiques Osborne Apartments à Manhattan a déverrouillé l'unité 15H après avoir senti de la poudre à canon. Ils ont découvert l'acteur oscarisé Gig Young face contre terre sur le sol de la chambre, tenant un revolver Smith & Wesson 38. Près de lui se trouvait sa jeune épouse de 31 ans, Kim Schmidt, abattue d'une balle à l'arrière de la tête. Le couple s'était marié seulement 3 semaines plus tôt. Une entrée de journal de leur jour de mariage restait ouverte sur un bureau. Il n'y avait pas de note de suicide, mais la toxicologie a détecté de l'alcool et des barbituriques dans le système de Jig. Les enquêteurs ont trouvé des factures impayées, un pilote de télévision annulé et des dossiers médicaux.
et dépression chronique et dépendance à l'alcool, remontant à 2 décennies. Des amis ont raconté que Young craignait la faillite malgré le succès passé de On achève bien les chevaux. Sans preuve de tiers, le NYPD a conclu à un meurtre-suicide. La famille de Kim a poursuivi la succession de Young mais a récupéré peu. La succession a été évaluée à moins de 200 000 $, principalement la statuette de l'Oscar, qui a finalement été transmise à la fille de Young après des batailles juridiques. L'Académie conserve maintenant le prix dans ses archives, un souvenir doux amer de talents éclipsés par la tragédie. Les historiens d'Hollywood citent ce cas lorsqu'ils discutent de la négligence de la santé mentale parmi les stars du milieu du siècle. 9. Russell Neal, Catherine Martinez, 2014. Le 2 juillet 2014, le chanteur de R&B Russell Neal est entré dans un poste du shérif du comté de Harris et a calmement annoncé « J'ai besoin d'un avocat. Ma femme est morte. » Les adjoints se sont précipités vers la maison de ville du couple à Houston, trouvant Catherine Martinez, mannequin de fitness de 24 ans, sur le sol du salon, poignardée plusieurs fois et frappée avec un haltère. Leurs 2 jeunes fils étaient indemnes à l'étage. Les examinateurs médico-légaux ont identifié plus de 40 blessures par arme blanche. Neal a invoqué son droit au silence. Les détectives ont découvert un historique de rapports de violence domestique que Catherine avait déposé, mais qu'elle avait ensuite retiré. Accusé de meurtre au premier degré, Neal a été jugé incompétent en 2017 après que des psychiatres l'ont diagnostiqué avec un trouble délirant. Il a été interné dans un hôpital d'État de haute sécurité pour traitement. Les examens annuels ont à plusieurs reprises conclu qu'il était mentalement inapte à être jugé, ce qui signifie que l'affaire reste dans une impasse juridique. La famille de Catherine élève ses enfants et milite pour des interventions plus strictes en matière de santé mentale lorsque les partenaires manifestent un comportement violent. L'ancien groupe de Neal, High Five, s'est distancé et les redevances de ses succès des années 1990 sont maintenant mises en séquestre en attendant un litige civil. La maison de ville a été vendue aux enchères. Les voisins disent que personne ne parle du passé macabre, mais la question juridique, Russell Neal fera-t-il face un jour à un jury, persiste. Il y a 10, Chris Benoit, Nancy et Daniel, 2007. Entre le 22 juin et le 24 juin 2007, la star de la World Wrestling Entertainment, Chris Benoit, a méthodiquement mis fin aux vies de sa femme, Nancy, et de leur fils de 7 ans, Daniel, dans leur maison de Fayetteville, en Géorgie. Les autopsies ont montré que Nancy était ligotée, étranglée et enveloppée dans une serviette. Daniel a été sédaté avec du Xanax, puis étranglé. Benoit a placé des Bibles à côté de chaque corps, effectué des recherches Google sur le prophète Élie et s'est finalement pendu en utilisant une poulie latérale. Un intervalle de 3 jours entre les décès a permis à Benoit d'envoyer des messages cryptiques à des collègues. Mon adresse physique est 130 Green Meadow Lane. Lorsque la police a effectué le contrôle de bien-être, elle a découvert l'horreur. La toxicologie a révélé un taux de testostérone élevé, mais pas de stéroïdes. Des études ultérieures du cerveau de Benoit à l'Université de Virginie-Occidentale ont montré une encéphalopathie traumatique chronique sévère, CTE, similaire à un patient atteint de la maladie d'Alzheimer âgé de 85 ans. La WWE a immédiatement annulé les événements en direct, effacé le nom de Benoit des diffusions et mis en place des protocoles de commotion cérébrale. La famille de Nancy a poursuivi la société en justice, mais a réglé l'affaire de manière confidentielle. L'école de Daniel a dédié une aire de jeu en son honneur. Les anciens collègues de Benoit débattent encore pour savoir si les traumatismes crâniens répétés, les substances anabolisantes ou une dépression cachée ont déclenché la violence. Mais son héritage autrefois célébré reste définitivement entaché. 11. O.J. Simpson, Nicole Heron, 1994. À minuit 10, le 13 juin 1994, des promeneurs de chiens ont découvert Nicole Brown Simpson et le serveur, Ron Goldman, poignardés à mort devant le condo de Nicole à Brentwood. Les détectives ont trouvé un gant ensanglanté, des empreintes de chaussures et de l'ADN menant à l'ex-mari de Nicole, la légende du football, O.J. Simpson. 5 jours plus tard, Simpson ne s'est pas rendu, déclenchant la célèbre poursuite en Bronco blanche,
par 95 millions de personnes. Au procès, les procureurs ont présenté des preuves ADN correspondant à Simpson avec une probabilité d'1 sur 57 milliards. Mais les avocats de la défense ont soutenu que le LAPD avait mal géré l'affaire et fait preuve de préjugés raciaux, immortalisant la phrase « Si ça ne va pas, vous devez acquitter » après que Simpson ait eu du mal à enfiler le gant taché de sang. Le 3 octobre 1995, le jury a rendu un verdict de non-culpabilité. En 1997, un jury civil a jugé Simpson responsable de décès injustifiés, accordant 33 500 000 $ aux familles des victimes. Seule une fraction a été payée. Simpson a déménagé en Floride, protégé par les lois sur l'Homestead, puis a purgé 9 ans pour vol à main armée au Nevada, avant d'être libéré sur parole en 2017. Il reste une figure controversée, donnant des interviews occasionnelles tout en publiant des selfies de golf. Le condo de Brentwood a de nouveaux résidents, mais les touristes s'arrêtent toujours à l'extérieur, réfléchissant à une affaire qui a transformé la façon dont l'Amérique perçoit la justice des célébrités et l'ADN médico-légal. 12. Sid Vicious, Nancy Spungen, 1978. Entre 3h et 10h du matin, le 12 octobre 1978, l'icône punk Sid Vicious s'est réveillé dans la chambre sainte de l'hôtel Chelsea à New York pour trouver sa petite amie Nancy Spungen allongée sur le sol de la salle de bain avec une seule blessure par arme blanche à l'abdomen. Un couteau de chasse éclaboussé de sang, acheté quelques jours plus tôt, portait les empreintes digitales de Sid. La police est arrivée après que Sid a appelé la réception dans un état de confusion, admettant « Je l'ai fait, je ne me souviens pas ». Accusé de meurtre au second degré, Sid a été libéré sous caution de 50 000 $ payée par Virgin Records. En attendant son procès, il a fait une overdose de barbiturique, s'est tailladé les poignets et a agressé le frère de Patti Smith dans une boîte de nuit, ce qui a entraîné une nouvelle arrestation. Le 1er février 1979, 4 mois après la mort de Nancy, la mère de Sid lui a fourni de l'héroïne pour célébrer sa libération sous caution. Il est mort cette nuit-là d'une overdose. L'affaire de meurtre a été classée non résolue. Des théories du complot prétendent qu'un dealer de drogue ou un punk rival a tué Nancy, mais aucune preuve n'a émergé. La chambre d'hôtel Chelsea est devenue une légende du punk, inspirant des livres et le film Sid and Nancy. La mère de Nancy a fondé Families of Murder Victims. La brève et chaotique vie de Sid est souvent citée dans les programmes de sensibilisation à la dépendance, illustrant comment l'abus de substances érode la mémoire, le jugement et, en fin de compte, la responsabilité. 13. Claudine Longet, Spider Sabich, 1976. Le 21 mars 1976, le skieur olympique Vladimir Spider Sabich gisait en train de saigner sur le sol de la salle de bain de son chalet à Aspen. Un pistolet Ivy Johnson de calibre 22 ayant tiré dans son abdomen à une distance de 3 pieds. Sa petite amie, la chanteuse franco-américaine Claudine Longet, l'a bercé alors qu'il murmurait « Je t'aime » avec ses derniers souffles. La police a noté des déclarations incohérentes. Longet a affirmé que le pistolet a tiré pendant que Spider en démontrait le fonctionnement. Pourtant, elle avait des traces de poudre sur les mains et aucun trou de sortie de balle n'apparaissait là où elle disait qu'il se tenait. Les enquêteurs ont mal géré des preuves clés, saisissant l'échantillon de sang et le journal de Longet sans mandat, les rendant irrecevables. La toxicologie a ensuite indiqué que Longet avait de la cocaïne dans son système. Au procès, les procureurs, ne disposant pas des références du journal aux querelles récentes du couple, ont poursuivi pour homicide par négligence au lieu de meurtre. Un jury l'a condamné, lui infligeant une amende de 250 $ et une peine de 30 jours de prison à purger les week-ends pour qu'elle puisse s'occuper de ses 3 enfants. L'indignation publique a grandi lorsque Longet a pris des vacances avec son avocat de la défense, Ron Austin, plus tard son mari, pendant les interruptions de la peine. La famille de Spider a intenté une action civile, réglée de manière confidentielle à condition que Longet ne parle jamais de la fusillade. Elle a vécu discrètement à Aspen depuis, apparaissant rarement en public, tandis que l'héritage de Spider survit dans le folklore du ski de compétition et une course commémorative nommée Spider's Spur. 14. Jovan Belcher, Cassandra Perkins, 2012.
Le matin du 1er décembre 2012, le linebacker des Kansas City Chiefs, Jovan Belcher, a mortellement tiré sur sa petite amie, Pasandra Perkins, 9 fois dans leur chambre pendant que leur fille de 3 mois dormait à proximité et que la mère de Belcher, en visite, regardait avec horreur. Belcher a embrassé le bébé, s'est excusé auprès de sa mère et s'est précipité vers le centre d'entraînement des Chiefs. Dans le parking, il a confronté l'entraîneur principal Romeo Crennel et le directeur général Scott Pioli, les a remerciés pour leur soutien, s'est agenouillé à côté de sa Bentley et s'est tiré une balle dans la tête à l'arrivée de la police. Le taux d'alcoolémie de Belcher était de 0,17% et l'autopsie a ensuite révélé un stade précoce de CTE. Les rapports ont révélé que le couple s'était disputé au sujet des sorties nocturnes de Belcher et de son infidélité présumée quelques heures avant la fusillade. La NFL a poursuivi avec le match Chiefs-Panthers le lendemain après 1 minute de silence pour les victimes de violences domestiques, suscitant un débat sur les priorités de la Ligue. La famille de Perkins a assumé la garde de Zoe Belcher, recevant $1 million en prestations d'assurance vie de la NFL. Des poursuites judiciaires étendues par les proches ont conduit à un règlement en 2015 reconnaissant la probabilité de lésions cérébrales. La place de parking de l'installation d'entraînement reste non marquée. La tragédie a accéléré l'accent mis par la NFL sur la santé mentale, le conseil aux joueurs et les campagnes contre la violence domestique. 15. Ray Carruth, Shericka Adams, 1999. À 0h35 du matin, le 16 novembre 1999, l'agent immobilier Shericka Adams a passé un appel frénétique au 911 après avoir été abattu de 4 balles en conduisant à South Charlotte, en Caroline du Nord. Elle a identifié la voiture qu'il avait bloquée comme appartenant à son petit ami, le receveur des Carolina Panthers, Ray Carruth. Les enquêteurs ont déterminé que Carruth avait conspiré avec le gérant de boîte de nuit Van Brett Watkins et 2 complices pour tuer Adams et éviter les paiements de pension alimentaire pour son fils à naître. Adams a accouché du bébé, Chancellor Lee Adams, par césarienne d'urgence avant de mourir 1 mois plus tard. Chancellor a souffert de paralysie cérébrale due à une perte d'oxygène. Carruth a fui, mais a été capturé dans le Tennessee, caché dans un coffre avec $3 000 et de l'urine en bouteille. Un jury en 2001 l'a reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre, de tir dans un véhicule occupé et d'utilisation d'une arme mortelle pour détruire un enfant à naître. Il a été condamné à 18 ans et 11 mois de prison. Libéré en octobre 2018. Watkins a écopé d'une peine minimale de 40 ans. Carruth s'est excusé publiquement, mais il lui est interdit de contacter Chancellor, que la mère de Shericka, Sandra Adams, élève avec un soutien caritatif. Carruth vit discrètement en Pennsylvanie sous un autre nom. Chancellor, maintenant âgé de 25 ans, inspire les autres à surmonter les handicaps, mettant en lumière les effets en chaîne des choix violents. 16. William S. Burroughs, Joan Vollmer, 1951. Le 6 septembre 1951, lors d'une fête à Mexico, l'écrivain beat William S. Burroughs proposa un numéro de Guillaume Tell. Joan Vollmer devait équilibrer un verre à liqueur sur sa tête pendant qu'il tirait avec son pistolet belge de 380. Burroughs manqua sa cible. La balle frappa Joan au-dessus de l'œil gauche, la tuant en quelques minutes. Burroughs se dit à la police que le pistolet lui avait échappé des mains, se déchargeant accidentellement. Les témoins se contredisaient, certains affirmant que le couple s'était disputé auparavant au sujet de la consommation d'héroïne de Burroughs et de la boisson de Joan. Accusé d'homicide involontaire, Burroughs a passé 13 jours à la prison de Lecombry avant que sa famille ne paie une caution de $2 000 et ne corrompe des fonctionnaires. Un conseiller juridique a organisé des reports répétés jusqu'à ce que Burroughs fuit le Mexique. Jugé par contumace, il a reçu une peine de 2 ans avec sursis. Les autorités mexicaines n'ont jamais demandé l'extradition. Dans des essais ultérieurs, Burroughs a qualifié la mort de Joan de facteur inconnaissable qui a motivé sa carrière d'écrivain. Les critiques soutiennent que la grandeur littéraire ne devrait pas éclipser la responsabilité. Joan, considéré comme le centre intellectuel des premières réunions Beat, a été enterré au Texas. Ses enfants ont grandi avec des proches, largement exclus de la vie de Burroughs. Le pistolet se trouve dans une collection privée.
Le tour fatal a commencé et maintenant un arrêt touristique sur les circuits pédestres de la génération Beat, illustrant comment le jeu imprudent avec les armes à feu et l'abus de substances ont réclamé un esprit brillant. 17. Faye DeWitt, Ray Allen, 1965. Dans la nuit orageuse du 8 juillet 1965, l'actrice de Broadway, Faye DeWitt, a entendu du verre se briser alors que son ex-mari ivre, le dramaturge Ray Allen, a fracassé la fenêtre de son appartement à Los Angeles, furieux de leur récent divorce. Saisissant l'objet le plus proche, un coupe-papier décoratif, DeWitt l'a averti de partir. Allen s'est jeté. Pendant la lutte, la lame a percé sa poitrine, sectionnant une artère. DeWitt s'est enfui, hystérique, chez un voisin qui a appelé la police. Les officiers sont arrivés pour trouver Allen mort, le coupe-papier toujours enfoncé. Les procureurs ont initialement accusé DeWitt de meurtre au second degré, mais les analystes médico-légaux ont confirmé des blessures défensives sur ses bras et aucune trace d'alcool dans son sang, contre un taux d'alcoolémie de 0,28% pour Allen. Le témoignage des témoins sur son passé violent a changé le récit. En l'espace de 3 semaines, le procureur a abandonné toutes les charges, classifiant le meurtre comme de la légitime défense. DeWitt est retourné au travail sur scène, mais les producteurs l'ont parfois mise sur liste noire, craignant une mauvaise presse. Elle a ensuite fait une tournée dans les théâtres régionaux sous un nom de mariée, accordant rarement des interviews. L'immeuble a été rénové. L'appartement de DeWitt est devenu une buanderie. Mais les voisins préservent l'histoire de la nuit où une petite actrice a lutté pour sa vie et a transformé le discours californien sur le droit des femmes à la légitime défense. 18. Bertrand Cantat, Marie Trintignant, 2003. Dans une chambre d'hôtel à Vilnius le 26 juillet 2003, le chanteur de rock français Bertrand Cantat a frappé l'actrice Marie Trintignant au moins 4 fois lors d'une querelle jalouse, provoquant un gonflement cérébral irréversible. Au lieu d'appeler une ambulance, Cantat l'a laissée inconsciente pendant des heures avant de demander de l'aide. Marie a été transportée par avion à Paris, mais est décédée le 1er août. Les procureurs lituaniens ont inculpé Cantat d'homicide commis avec intention indirecte. Au procès, il a affirmé l'avoir giflé. Les médecins légistes ont compté 19 ecchymoses faciales et 2 fractures des os du crâne compatibles avec un coup de poing fermé. Condamné en mars 2004, il a reçu 8 ans, la peine maximale selon la loi lituanienne, mais n'a purgé que 4 ans en France en raison d'une libération conditionnelle pour bonne conduite. Une réaction publique a éclaté lorsqu'il a tenté un retour musical en 2010. Des manifestations ont conduit les festivals à annuler ses apparitions. En 2010, l'ex-femme de Cantat, Christina Radi, s'est suicidée. Ses parents ont blâmé des années de violence psychologique. La mère de Marie, l'actrice Nadine Trintignant, milite pour des peines plus sévères en matière de violence domestique, citant la peine clémente de Cantat. L'hôtel a vidé la chambre et renuméroté les étages, essayant d'effacer la mémoire. Pourtant, les médias français revisitent l'affaire chaque année, se demandant combien de coups équivalent à un meurtre, et si le privilège de célébrité a influencé la libération anticipée. Ces récits révèlent une vérité brutale. La violence au sein des relations dévaste les familles, les carrières et les communautés, peu importe la célébrité des personnes. Si la colère, la jalousie ou la peur semblent incontrôlables, demandez de l'aide. Appelez un ami, un conseiller ou les services d'urgence avant qu'une décision prise en une fraction de seconde ne détruise plusieurs vies.